Voilà, bonjour à tous, bravo pour être là, si tôt. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu du carcinome hépatocellulaire, et autant d'un point de vue fondamental que d'un point de vue translationnel, et puis on verra également au niveau clinique. Tout d'abord, d'un point de vue fondamental et translationnel, sur la génétique des cancers et du cancer du foie. C'est un papier qui était présenté par l'équipe de Jean-Charles Lenot. Et vous savez tous qu'il y a des classifications moléculaires du CHC qui sont faites depuis 15 ans à peu près. Les premiers papiers, c'est 2002. Par les équipes de Torgerson à Washington, l'équipe de l'IOVA à New York, et puis l'équipe de Jessica Zuckman-Rossi à Paris. Et que finalement, ça permet de clusteriser les CHC, de faire de la taxonomie moléculaire, mais finalement, ça n'a pas de valeur pronostique globalement. Néanmoins, l'équipe de Jean-Charles a montré que avec des algorithmes et des combinaisons de scores par rapport à certains gènes, on peut avoir tout de même une certaine valeur pronostique. Et c'est un papier de Jean-Charles des années 2012-2013, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti ce papier, il y a quelques années quand même, qui montrait que sur des CHC réséqués, eh bien, ce score, qu'on appelle le 5-gène score, eh bien, permettait de prédire la survie des patients en post-résection. Et puis un autre papier qui était important, qui était paru en 2008, c'est le papier d'Oshida dans le New England, qui montrait que le plus important finalement, ce n'était pas la tumeur, mais c'était la péritumeur, et que la signature moléculaire transcriptomique de la péritumeur prédisait finalement la survie des patients qui avaient un CHC réséqué, et que les gènes impliqués dans la signature étaient essentiellement des gènes de l'immunité et du mésenchyme. Néanmoins, Jean-Charles a montré que pour les patients réséqués, il a publié, avec le score à 5 gènes, on pouvait prédire la survie des patients. Et il a voulu aller plus loin et regarder un petit peu ce qui se passait sur des CHC qui sont beaucoup plus graves et qui ne sont pas opérés. C'est-à-dire qu'au cours du temps, lorsque la maladie hépatique cancéreuse évolue, quand on passe dans la classification BCLV d'un stade A vers un stade B puis un stade C, est-ce que la signature reste la même? Est-ce qu'elle est stable dans le temps? Est-ce qu'elle change? Et est-ce que la valeur pronostique de son score est pertinente ou pas? Donc, il a pris beaucoup de patients. Il y a 720 patients, 800 CHC, et il a regardé, il a montré que lorsque la maladie évolue, lorsqu'elle est très peu évoluée, donc CHC précoce vers CHC avancé, eh bien, souvent les tumeurs s'enrichissent en mutations de P53, RB et SF3B1. Et qu'il y a plus souvent ça switch vers le groupe moléculaire G3 dans la classification de Jessica Zuckman-Rossi. Et il a validé que, mis à part les patients réséqués, les patients qui sont traités à visée curative par radiofréquence percutanée, le score à 5 gènes marche, et que les patients qui sont traités à visée non curative, que ce soit des BCLCB traités par chimioembolisation ou bien voire radioembolisation, ou des patients traités par thérapie systémique, eh bien ce score marche également. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis également, il a regardé de façon très ponctuelle chez un patient qui avait une tumeur qui était de très mauvais pronostic, avec des métastases, alors que la tumeur mère intrahépatique ne mesurait que 3 cm, et que ce patient a été traité dans le cadre d'un essai thérapeutique par un anti-MET qui s'appelle le tepotinib, et qui a très très bien répondu au tepotinib. Donc il a regardé un petit peu le profil moléculaire de ce patient, et a pu montrer qu'en fait, il y avait une amplification du gène de MET dans la tumeur du patient. Donc c'est un cas isolé, mais ça peut-être servir, ça peut être une première piste pour trouver des biomarqueurs pour l'utilisation de façon rationnelle des thérapies ciblées ultérieurement. Toujours dans la taxonomie moléculaire, mais c'est plus dans la prédiction du cancer, donc c'est le polymorphisme génétique, donc toujours l'équipe de Jean-Charles. Et donc c'est le polymorphisme de deux gènes, le PNPLA3 et le TM6SF2, qui, lorsqu'ils ont un polymorphisme particulier, eh bien, peuvent être prédictifs de la survenue d'un CHC au cours d'hépatopathie chronique. Alors, l'étude se passe en 2 phases. Une phase, c'est une phase qui est cas témoins, avec à peu près 1000 patients porteurs de CHC, 4500 témoins. Et parmi ces témoins, eh bien, c'était 2000 échantillons de foie non tumoral matchés. Et puis également 2400 échantillons de foie d'une population générale. Donc de patients, ce n'était pas de la tumeur, ce n'était pas de la cirrhose.
Et ils ont donc mis en évidence ce polymorphisme au niveau des deux gènes suscités. Et ensuite, il y a eu la cohorte de validation, qui est une cohorte prospective chez les patients cirrhotiques. Et ils ont regardé chez les patients cirrhotiques pour hépatite B, pour hépatite C, pardon, ou bien hépatite alcoolique, 250 à peu près par groupe, qui ont été suivis. Apparition d'un CHC dans 84 cas pour l'hépatite C, 51 cas pour l'alcool. Et ils ont confirmé que le polymorphisme de ces deux gènes était prédictif de la survenue du cancer pour les cirrhoses virales C pour PNPLA3 et pour les cirrhoses d'origine alcoolique pour TM6 SF2. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça reste à être validé, mais c'est vraiment très, très intéressant et peut-être que ça peut avoir des débouchés sur de la mécanistique et peut-être mettre en évidence des prédispositions génétiques qui vont favoriser l'émergence de dérégulation, soit génétique, soit épigénétique de gènes drivers dans l'oncogénèse hépatique. Autre approche de classification des cancers, donc c'est plus de la génétique, c'est plus de l'épigénétique, c'est même pas de la protéomique, c'est de la métabolomique. Et ça a été fait par l'équipe de Clermont-Ferrand et qui regarde un petit peu la métabolomique des CHC développés sur NAFLD, donc au sens très large. Et donc c'est de la stéatose hépatique. Et ils ont regardé par RMN, donc le profil métabolomique, au sein de la tumeur, de la non-tumeur matchée, et puis également ils avaient un panel de foie sain comme contrôle. Et ils ont observé qu'il y avait deux grandes voies métaboliques différentes qui peuvent être dérégulées dans les cancers du foie. On sait qu'au cours de l'oncogénèse hépatique, et ça c'était bien prouvé par l'équipe de Weinberg aux États-Unis, que la modification énergétique entre guillemets de la cellule se modifie de façon importante au moment de la transformation cancéreuse. Et bien cette modification énergétique n'était pas tout à fait pareille en fonction du foie sous-jacent. Donc dans le cadre de la NAFLD, les patients qui étaient très peu fibrotiques et qui développaient un CHC, le CHC avait une activité métabolique, une suractivité métabolique qui ne passait pas par les mêmes voies que lorsque le CHC se développait sur foie plutôt fibreux, donc F3, F4. Donc ce sont des résultats qui sont vraiment très intéressants. La seule question qu'on peut se poser, est-ce que c'est réellement la tumeur qui change de métabolisme ou c'est simplement le témoin d'un changement métabolique dû à l'hépatopathie sous-jacente? Et ça, c'est pas très clair là-dessus. Mais néanmoins, c'est quand même très très intéressant. Autre résultat très intéressant, ça c'est l'équipe de Jean Verdier, présentée par Pierre Naon. C'est l'impact de l'éradication virale C par les DA et la survenue du cancer. Ça, vous savez tous que c'est depuis 2016, c'est vraiment le hotspot de publication. Ça a permis à certains journaux de faire monter leur facteur d'impact de façon substantielle. Et les premiers papiers, c'est des équipes italo-espagnoles, vous savez très bien les papiers qui ont été publiés et qui ont montré que à partir de cohortes de 50 patients, après il n'y a qu'un suivi de 6 mois à peine, les auteurs clamaient que les DA augmentaient la récidive du cancer lorsque celui-ci était traité à visée curative. Et puis ensuite, des études bien faites, des études sur des grands effectifs, des études de cohortes qui n'étaient pas prospectives, c'est vrai, mais qui au moins c'était des grandes cohortes rétrospectives, montraient que si on faisait correctement les choses et avec une bonne approche méthodologique, finalement, il n'y a pas de surrisque de cancer en termes d'occurrence, donc d'apparition de novo, et a priori, il n'y a pas de surrisque de récidive du cancer après résection ou après thermoablation, donc après traitement curatif. Donc Pierre Naon a repris la cohorte CIRVIR et a regardé un petit peu la récurrence du cancer après un traitement à visée curative, donc chirurgie ou thermoablation, et à regarder en fonction des patients qui n'ont pas obtenu de SVR versus les patients qui ont eu une SVR mais avant l'apparition du premier cancer qui a été traité à visée curative ou apparition de cette SVR après la guérison du cancer qui avait été traité à visée curative. Et il a montré qu'à court terme, donc dans les 2-3 ans qui suivent la résection du cancer, donc la mise en rémission du cancer, qu'on soit non SVR ou SVR, il n'y a pas de sous- ou de sur-risque de redévelopper un cancer. Donc ça, c'est une information importante. Par contre, dans les études qui ont un suivi un petit peu plus long, on s'aperçoit qu'au-delà de 3-4 ans, il y a quand même une tendance qui se dégage en faveur des patients qui sont en SVR. Il y a beaucoup moins de cancers. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de tumeurs de novo.
Néanmoins, ça n'impacte pas sur la tumeur réséquée, ça n'impacte pas sur le risque de récidive de la tumeur qui est traitée à visée curative. Et l'autre information qui me paraît très importante, c'est que Pierre a bien montré que les patients qui sont en SVR ont une meilleure survie, et très vite, par rapport aux patients qui n'ont pas de SVR. Mais par contre, la surmortalité qu'on observe dans la population qui n'a pas de SVR, elle n'est pas due au cancer, elle est simplement due au fait que les patients font des décompensations hépatiques. Ça veut dire que si on traite le taux, les patients qui ont eu un cancer du foie traités à visée curative, qu'on les traite tôt pour le cancer du foie, pour le virus C, pardon, excusez-moi, eh bien, on réduit très rapidement la mortalité. Dès 12 mois, on a déjà une différence, et à 24, etc., elle est encore plus importante. Et on peut extrapoler un petit peu et se poser la question, maintenant qu'on a des traitements qui sont relativement efficaces, au moins chez certains patients, avec des bonnes séquences thérapeutiques en termes de traitement anticancéreux systémique, avec l'immunothérapie qui va arriver, est-ce que ça ne vaut pas la peine de traiter les patients porteurs d'un CHC dit palliatif, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en soins palliatifs, simplement c'est un traitement à visée non curative, eh bien, est-ce que ça ne vaut pas le coup, si on espère avoir une bonne efficacité anti-oncogénique, eh bien, de traiter ces patients pour le virus C, l'éradiquer, pour ne pas avoir de complications de type insuffisance hépatique. Autre papier qui était présenté par Thomas Decamps, c'est l'étude globale mondiale qui s'appelle Optimis. C'est une étude qui n'est pas interventionnelle, qui est simplement observationnelle et qui a étudié les pratiques des différents centres, de différents centres des pathologies à travers le monde par rapport à l'utilisation de la chimioembolisation, donc la TACE. Et ils ont observé que souvent la TACE était utilisée dans 30% des cas au moins à mauvais escient, ça veut dire hors recommandation internationale, chez des patients qui ont des tumeurs, parfois avec une atteinte extrahépatique ganglionnaire, ou des fois une atteinte avec un envahissement portal. Normalement, c'est une contre-indication, mais certaines équipes font quand même de la chimioembolisation. Et puis, il a regardé un petit peu quel était le taux de complications précoces ou tardives. Donc, les précoces, c'est en bleu, les tardives, c'est en gris. Et on voit que celle-ci, c'est pas anodin, puisqu'on lit parfois qu'il y a 5% de complications. Ben non, c'est pas 5% du tout, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on décompense souvent le patient. C'est souvent réversible, pas toujours. Ça, c'est un point important. Et puis, on s'aperçoit aussi que l'effet bénéfique de la thèse, quand on en a un, il est surtout au cours des 2 premiers cycles. Quand on soit en réponse complète ou en réponse partielle, c'est au cours des 2 premiers cycles. Et ça confirme un petit peu le rationnel des guidelines à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les guidelines, c'est de dire que pour switcher de la TACE au traitement systémique, eh bien, il faut que la TACE ne marche plus. Et quels sont les critères pour dire que la TACE ne marche plus? C'est qu'au bout de 2 TACE, on n'ait pas d'effet de réponse objective, complète ou partielle. Et puis deuxièmement, qu'on ne soit pas toxique. Il n'est pas toxique, il n'y a pas de décompensation hépatique entre les 2 séances de TACE. L'autre papier que je voulais présenter, c'était sur la radioembolisation, qui était présenté par l'équipe de Créteil, qui est une série de Créteil. C'est une série rétrospective. Et donc vous savez tous que la radioembolisation, il y a des papiers depuis 15 ans dessus, avec l'équipe de Riyad Salem. C'était que des études rétrospectives, des études de cohorte, etc. Et puis, il clamait haut et fort que c'était un traitement miraculeux. Très bien. Néanmoins, quand on s'amusait à comparer les survies de leurs études par rapport à des cohortes historiques, on s'apercevait que versus chimioembolisation, on avait exactement les mêmes médianes de survie. Et les premières études randomisées, contrôlées, sont apparues très récemment, avec Sarah en France, avec Sirvenib en Asie, qui a comparé la radioembolisation versus le sorafenib. C'était des études de supériorité, je le précise bien. Donc elles ont été designées et les effectifs ont été appréhendés pour démontrer une supériorité. Eh bien, les essais étaient négatifs. Donc ça veut dire que la radioembolisation, dans ces indications précises, ne sont pas supérieures au sorafenib. Donc en aucun cas, je dirais qu'elles sont égales. C'est pas vrai, ça n'a pas démontré que c'était égal. Et ils se sont amusés à analyser un critère secondaire, ce qu'on ne peut pas faire quand le critère principal n'est pas atteint. Ils ont dit que c'était bien mieux toléré. Ça, j'en sais rien. Néanmoins, on a tous l'impression que quand on fait de la radioembolisation, on rend service à certains patients, donc il faut lui trouver une place absolument. Et dans cette étude, ils ont voulu regarder un petit peu chez des patients qui étaient BCLC B ou C, ils ont tenté de les downstager grâce à la radioembolisation, ce qui est une très bonne idée, pour voir si on pouvait les rendre curables.
Donc, il y avait 50 patients qui ont été traités par radioembolisation et le downstaging était apprécié à 6 mois et il était réalisé, il était effectif chez 42% des patients. Et dans ces 42% de patients, il n'y en a que la moitié, 54%, qui a eu une chirurgie. Et la chirurgie, c'était surtout de la transplantation, et puis 4 patients, donc les effectifs sont très petits, il faut se méfier, c'était de la résection. Et on s'aperçoit que chez les patients qui ont pu être downstagés et opérés ou transplantés, eh bien, on a des taux de survie qui sont tout à fait corrects, qui sont tout à fait bons, et donc c'est très intéressant. L'inquiétude, elle vient du groupe qui n'a pas été downstagé. Ce sont des BCLCB. Les BCLCB, la médiane de survie spontanée, c'est 15 mois. Traité par chirurgisation, c'est 20 à 25 mois. Les BCLCC, en spontané, c'est 8 mois. En traité, avec les thérapies systémiques séquentielles, ça varie de 12 à 26 mois pour l'instant, sans compter l'immunothérapie. Et quand on regarde le groupe contrôle, la médiane de survie, c'était 5 mois. Donc on se demande ce qui s'est passé chez ces patients. Et on n'a aucune donnée de toxicité aiguë ou chronique. Et à l'ASCO GI cette année, il était très bien montré que ça donne de la tox aiguë comme la chimio-embolisation, donc la radio-embolisation, et ça donne le double de toxicité tardive survenant à 6-12 mois après la radio-embolisation. Donc attention à ces traitements qui peuvent être efficaces, c'est vrai, mais attention à la toxicité aiguë et retardée qui peut bloquer le patient pour aller ensuite vers des thérapies systémiques. Le cabozantinib, donc c'est une étude de phase 3 qui a été présentée, c'est une étude globale et qui, donc, comme c'est une phase 3, elle est positive, et bien c'est un médicament qui très certainement aura l'AMM et puis également un prix courant 2019, positionné en deuxième ligne, donc après le sorafenib, donc qui va être un compétiteur du regorafenib, et ce sera chacun de déterminer quel médicament il va placer en deuxième ligne, sur des critères qui pour l'instant ne sont pas objectifs. Il n'y a pas d'étude qui a démontré que le cabo c'était mieux que le rego mieux que le cabo. On ne sait pas pour l'instant. Voilà, ces expériences et peut-être des études académiques, je ne pense pas industrielles, qui montreront quelle est la meilleure séquence, rego, cabo ou cabo, rego. Je ne sais pas. J'ai quasiment fini là. Ensuite, ça c'est le pembrolizumab, c'est un anti-PD1, donc c'est l'immunothérapie qui était présentée par Julien Edlin. On attend les résultats des phases 3. Elle devait tomber à l'ESMO 2018 et ça a été retardé. Donc que ce soit avec le nivolumab en première ligne ou avec le pembrolizumab en deuxième ligne, on les aura courant 2019. C'est juste pour rappeler bien qu'on a 15 à 20% de réponses objectives et que chez ces patients qui ont des réponses objectives, d'après les premiers résultats, on a 85% de survie à 5 ans et on en a beaucoup moins évidemment si on ne répond pas. Et puis un autre papier qui aurait mérité de passer en comoral que je trouve très intéressant. On sait que l'immunité, c'est important pour contrôler la tumeur, mais des fois, au contraire, ça peut avoir un effet pervers et stimuler la prolifération tumorale. C'est un papier de Créteil qui montre que l'interleukine 17 qui intervient dans les réarrangements chromosomiques pour la formation des TCR, dans la réponse immune à la médiation cellulaire ou dans le réarrangement des chromosomes pour la formation des anticorps lors de la réponse à la médiation humorale, eh bien, peut avoir un rôle également sur les cellules, et notamment les cellules progénitrices ou les cellules souches cancéreuses, ou sur les cellules souches, pardon. Et donc, ça peut avoir un impact négatif en stimulant l'oncogénèse et en stimulant la prolifération de ces cellules progénitrices ou cellules souches cancéreuses. Voilà le tour que j'ai voulu faire sur le CHC.